Alors bonjour YouTube, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre, vous régalez. D'ailleurs les replays Twitch, tunnel dans le tunnel, mais vont aller de plus en plus directement sur YouTube. L'Euro de foot, les JO, ça parle de sport dans tous les sens en ce moment, et encore plus que d'habitude, il y a tout un tas de gens qui viennent te dire que il faut faire du sport, c'est super important parce que c'est super bon pour la santé. C'est tellement évident comme affirmation que t'as sûrement jamais pensé à remettre ça en question, et pourtant, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Est-ce que le sport, c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est toujours bon pour la santé? Et à l'inverse, est-ce que ça peut être mauvais? Eh ben, je vais essayer de répondre à toutes ces questions, calmement, hein, parce qu'apparemment, il y a des gens que ça tend un petit peu. Alors, il a déjà, quelqu'un le dit, mais en 30 secondes, il a déjà fait mieux que Major Mouvement, on est d'accord, hein. Il pose les problématiques, il pose les problèmes. Voilà, Major Mouvement, il se mettait du côté de l'objectivité, mais il l'était pas du tout. Là, on voit une approche qui se veut plus objective, qui consiste à poser les questions et à dire voilà, on va les analyser, on va amener des réponses point par point et on va vraiment réfléchir à la question. Je ne sais pas du tout ce qu'il va dire, hein, j'ai pas du tout vu la vidéo, mais voilà, je trouve que c'est bien. Et je trouve que c'est bien aussi de rappeler que voilà, les gens sont ultra tendus sur le sujet, mais que c'est pas forcément justifié et qu'il faut aussi voilà, avoir une approche qui soit bah, justement pas dans la croyance, mais une approche par les faits, par une analyse posée, réfléchie de la réalité, quoi, tout simplement. Il y a des études, on peut se baser dessus. Alors, le sport, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé? Il y a pas longtemps, Camille Giry et Mathieu Burgalassi ont fait un reel sur le sujet dans lequel ils disaient en gros qu'ils en avaient marre qu'on leur casse les gonades avec le sport, que c'était pas si bon que ça pour la santé et que les gens qui jugent les autres sur leur rapport au sport, bah en réalité, souvent, ils jugent surtout l'apparence physique. Le reel en question, Merci, merci de résumer. C'était quand même pas si compliqué. Parce que quand on a pris le bad buzz avec Camille, hein, je rappelle qu'on s'est pris un bad buzz qui a fait, la vidéo a fait le million de vues, qu'on s'est retrouvé avec du Thibaut InShape, du Juju de FitCat et du Major Mouvement qui nous jetait sous le bus et tout. Tout le monde faisait semblant que notre vidéo était incompréhensible. Là, ils donnent nos noms, déjà ils donnent nos blazes clairement, etc. Ils parlent de notre travail clairement, mais surtout, voilà, ils résument bah, factuellement ce qu'on a dit. Là, moi, je ne me dédie pas de la présentation qu'il vient de faire. C'est exactement le propos de la vidéo et c'est exactement ce qu'on voulait souligner. Et Dieu sait qu'on s'est fait harceler derrière et que c'était hardcore, quoi, hein. il a été vu presque 1 million de fois au moment où je tourne cette vidéo, et dans les commentaires, ça a été un peu la foire à la saucisse. Il y a eu tout un tas de réactions plus ou moins polies de tout un tas de gens qui trouvaient honteux qu'on puisse sous-entendre que le sport pourrait ne pas être bon pour la santé. Parmi tous ces gens énervés, pas mal de créatrices et de créateurs de contenu dont l'activité tourne autour du sport, évidemment, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Dans un C'est pas mal là de le dire comme ça hein, et de le présenter parce que ça c'est important. C'est quand même un point un peu central de la problématique du bad buzz qu'on avait mangé. C'était qu'on avait quand même affaire à des gens qui nous critiquaient comme s'ils étaient parfaitement objectifs et qu'eux regardaient les choses avec une hauteur et qu'ils n'étaient pas partie prenante finalement d'un business qui vend du sport et qu'ils avaient tout intérêt finalement à continuer à présenter le sport comme parfait pour tout, capable de guérir toutes les maladies, et comme la solution à tous les problèmes de la vie, la dépression, vos problèmes de maladie, vos problèmes de santé, de réussite dans la vie et tout ça, quoi. premier temps, on va voir ce qu'il en est, calmement, et surtout factuellement. Mais juste avant, pour être complètement transparent, perso, je fais du sport. Il y a des moments où j'ai moins envie, il y a des moments où je suis vraiment à fond, mais je fais du sport. Ça fait partie de mon quotidien depuis presque toujours. Du rugby, muscu, running, etc., etc. Je fais du sport depuis que je suis tout petit parce que j'aime ça et parce que ça me fait du bien. Voilà. Mais objectivement, est-ce que c'est bon pour la santé? Bon, comme tout le monde à peu près prend comme référence l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on va voir ce qu'ils conseillent exactement. Pour les adultes entre 18 et 64 ans, les recommandations de l'OMS, c'est entre 2h30 et 5 heures d'activité physique d'endurance d'intensité modérée par semaine, c'est-à-dire 20 à 40 minutes tous les jours. Ou entre 1h15 et 2h30 d'activité d'endurance d'intensité soutenue par semaine, donc 10 à 20 minutes tous les jours, ou un mix des deux en adaptant la durée à l'intensité. Mais donc globalement c'est entre 10 et 40 minutes tous les jours. Et de faire du renforcement musculaire d'intensité modérée ou plus au moins 2 fois par semaine.
Concrètement, ça veut dire des activités qui font travailler les grands groupes de muscles. Autre recommandation, faire en... Désolé, je dis rien parce que c'est vrai, en fait, c'était juste pas très dur à trouver, hein. C'est exactement ce qu'on cite en début de vidéo. Et simplement, en fait, les mecs de la muscu, les coachs muscu, ils ont complètement déformé les préconisations de l'OMS en faisant genre, ah, ça veut dire qu'il faut faire 1 heure de sport par jour minimum intense. Et c'est pas du tout ça. En fait, la manière dont l'OMS explique les stratifications, c'est quoi modéré, c'est quoi intense et tout, c'est pas du tout ce qu'ils ont dans la tête, les mecs de la muscu, mais ils vont pas chercher. D'ailleurs, la plupart vont même pas chercher vraiment c'était quoi les préconisations. Ils ont juste dit, ah, ça dit de faire du sport, ça veut dire que le sport c'est forcément bon pour la santé, mais ils se rendent pas compte que ça décrit des activités physiques comme de la marche, quoi. Aller marcher autour de chez soi, ça fonctionne. sorte de pas rester immobile trop longtemps. Genre se lever et bouger un peu quand on est resté assis de manière prolongée. Là-dessus, ils sont pas super précis. Des fois, tu lis 5 minutes toutes les heures ou quelques minutes toutes les 2 heures, mais bref. Il faut se lever et bouger régulièrement. Donc ça, c'est les recommandations de l'OMS. Bon, si tu regardes les trucs qui sont écrits en tout petit dans leur doc, tu te rends compte que tout n'est pas à 100% validé, mais ça fait référence. Ah oui, et dernier petit truc, les durées qu'ils donnent, c'est des minimums. Hein. Ils précisent que si tu peux en faire plus, c'est bien, mais ils disent aussi texto que, je cite, « Toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique ». Donc on est fixé sur la quantité à faire, mais pour le reste, de quoi on parle exactement? C'est quoi une activité physique? Eh ben l'OM... Exactement, c'est là où je pense que tout le monde s'arrête. Mais de toute façon, ils sont même pas allés jusque-là, hein. Les mecs sont même pas allés chercher les préconisations, le temps que ça a duré et tout, hein. Comme tu dis, Fitzcarraldo, hein, le fait qu'ils n'aient pas fait une recherche qui prend 3 clics, ça en dit plus sur eux que sur la discipline sportive. Bah, ça en dit en tout cas sur le peu d'attention qu'ils portent justement à la donnée, à la vérification de leurs connaissances et de leurs croyances. Et ça peut en faire des gens dangereux parce que l'histoire du sport, c'est une histoire de pratique qui sont vraies à un moment A et qui ne le sont plus à un moment B. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les clubs entre différentes générations de pratiquants. Si vous faites un sport, vous allez voir que les vieux entraîneurs et les nouvelles générations sont souvent en conflit parce que chacun en fait défend la méthode qu'il connaît en pensant qu'elle est absolue. Et les vieux entraîneurs refusent de remettre en question ce qu'ils ont appris. Mais la réalité, bah, c'est que ça évolue, qu'on a des connaissances sur la biologie, sur le corps, sur les rapports sociaux au sport, au mouvement, etc., qui changent avec le temps. Et ça va forcément agir aussi sur bah, comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'il faut s'entraîner, quelles sont les bonnes ou mauvaises pratiques à avoir et tout. Et comme bah, on a affaire à des gens qui sont même pas foutus de faire 3 clics pour aller vérifier une information avant d'harceler quelqu'un, bah, évidemment, ces gens-là, ils vont pas avoir le travail aussi, en fait, de faire une veille, comme on ferait une veille scientifique quand on est enseignant ou chercheur ou quoi que ce soit, de faire une veille sur leur pratique pour vérifier, en fait, comment elle évolue, quelles sont les nouvelles connaissances, pour pas tomber dans ces travers de croyances. Donc, en fait, ils sont enferrés dans des croyances qui fait que tôt ou tard, ils deviendront de toute façon de mauvais entraîneurs, en tout cas à mon avis, parce que si tu ne te remets pas en question et que tu ne vérifies pas tes croyances, bah, inévitablement, tu vas finir par défendre des choses qui seront fausses ou délétères pour les gens que tu entraînes. De toute façon, dans le sport, je trouve que les gens, souvent, ils ont appris un truc d'une certaine manière et ça devient la vérité absolue et ils ne le remettent pas du tout en question. En boxe, je vois le travail qu'on a encore à faire par rapport à d'autres sports sur, par exemple, la protection des combattants à l'entraînement, dans les combats d'entraînement en sparring, sur le fait de pas se blesser les mains, sur l'intensité à mettre dans les entraînements au quotidien, sur le nombre d'entraînements à faire par semaine, le fait qu'il faut peut-être pas venir tous les jours et faire de la boxe tous les jours. Enfin, il y a énormément de travail à faire, quoi, hein. Et pour le moment, Julien Méniel, on est plutôt d'accord avec ce qu'il dit, ce qui fait que je parle peu. L'OMS définit l'activité physique par tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui nécessite une dépense énergétique. Bon, littéralement, ça veut dire juste le fait de bouger, en fait, mais il donne quand même des exemples précis. Je cite, la marche, le vélo, le sport et des formes actives de loisirs comme la danse, le yoga et le tai chi. Donc t'as vu, le sport, c'est une des façons d'avoir une activité physique comme c'est recommandé, mais c'est pas la seule. D'autant plus que l'OMS précise aussi que faire ton ménage, soulever des trucs au boulot ou toute autre activité professionnelle ou à la maison qui te fait bouger, c'est bon, c'est aussi considéré comme une activité physique. Donc, pour être en bonne santé, il faut se bouger tous les jours, mais pas obligatoirement en faisant du sport à proprement parler. Marcher... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette représentation qui voulait pas du tout remettre en question pendant les débats. Et ça, d'ailleurs, les débats que j'ai fait sur le sport, à chaque fois, les personnes en face, ils sont incapables de l'entendre que quelqu'un qui va faire le tour de son bloc d'immeuble en marchant, c'est autant du sport que quelqu'un qui va faire un fractionné intensif en course à pied. Il n'y a pas de différence du point de vue de l'OMS. Dans mon ancien travail, je faisais 8000 pas dans la journée. Ça, c'est marrant, d'ailleurs, j'ai jamais vu des mecs du sport en parler, hein.
de comment adapter ton activité sportive à ton activité professionnelle pour éviter en fait que les deux se superposent et te mettent en difficulté. Par exemple, tu sais qu'en boxe, on avait des gars qui faisaient du chantier, qui étaient, taillés par le boulot, qui avaient vraiment une musculature faite, par le fait de porter des parpaings, et des sauts de gravats, des trucs comme ça. Ces gars-là, le soir, ils venaient s'entraîner à la boxe, on leur refaisait faire du cardio ou du physique et des fois, ils disaient: «Non, mais j'en peux plus au boulot là, en ce moment, c'est dur et tout» et moi, je me disais: «Mais pourquoi est-ce qu'on leur fait faire du physique?» On pourrait faire des séances spécifiques de temps en temps, bien sûr, mais on n'est pas obligé de leur faire du physique tous les jours vu ce qu'ils font, comme taf, quoi, hein. Karaté, il y a du renforcement, mais je crois qu'il y a moins de choc et plus de friction pour créer de la corne. Au Kyokushinkai karaté, par exemple, où ils renforcent soi-disant la main en tapant dans des trucs durs, en fait, la réalité, c'est qu'ils cassent la main et qu'à la fin, en fait, ils ont un, oui, effectivement, un espèce d'os qui protège et qui fait qu'ils peuvent taper dans des surfaces dures à main nue, mais ça a pour défaut de leur créer des énormes problèmes d'arthrose aux mains, de douleurs chroniques. Enfin, en vrai, c'est une connerie, hein, faut éviter de faire ça, hein. Et faire du vélo, porter tes courses, déplacer des meubles pour nettoyer chez toi, avoir des relations sexuelles aussi, tout ça c'est bon, ça compte. Toutes les activités qui te font lever le cul de ta chaise, qui font accélérer ton cœur et travailler les principaux muscles de ton corps, c'est bon, ça compte. Si t'as envie de faire du sport, vraiment du sport, tout le monde te dit que c'est bien, mais est-ce que ça peut aussi être mauvais? Déjà bon, on a vu la définition d'une activité physique, mais le sport, c'est quoi exactement? Eh ben le sport, c'est une activité physique qui obéit à des règles précises et qui nécessite un entraînement méthodique. Et ça aussi, on va en reparler parce que ça pose un petit problème. Donc, t'as envie de faire du sport, vas-y, pas de problème, c'est cool. En fait, le sport est très dur à définir, hein. Je sais qu'il y a en sociologie du sport et en anthropologie du sport, il y a énormément de débats pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va vraiment faire qu'il y a une activité, on va dire, tiens, ça c'est du sport et ça, c'en est pas. Pourquoi est-ce qu'on va dire de quelqu'un qui court que c'est un sportif et quelqu'un qui fait 2 heures de marche par jour que c'est pas un sportif? Pourquoi est-ce qu'une activité basée sur le jeu va plus avoir tendance à être considérée comme un sport qu'une pratique de renforcement personnel qu'on va faire quotidiennement? Par exemple, pendant longtemps, les activités de musculation n'étaient pas tant considérées comme du sport que ça. Parce que bon, bah, c'était un truc que tu faisais dans ton coin, puis il y avait pas, les gens percevaient moins l'aspect compétitif, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une espèce de bagarre depuis des années pour essayer de comprendre et de faire une définition du sport qui puisse un peu englober toutes les formes de pratique et les différentes manières d'aborder l'activité. Et c'est loin d'être facile de faire quelque chose d'unanime. Et je pense que ça joue aussi en faveur des détracteurs type Major Mouvement et compagnie. Le fait qu'il n'y ait pas une définition claire, ça leur permet de venir et de poser leur définition ou leur sport comme étant la manière de faire du sport et la seule, quoi. Moi, ce que je vois, c'est surtout l'aspect psy. Le sport véhiculé par les influenceurs est intense, cher et contraignant. Pour ressembler à un idéal, prendre tel et tel complément, donc payer, donc rogner sur d'autres dépenses qui, pour le plus faiblement doté économiquement, inclut du stress. Oui, puis le stress de la gestion de l'alimentation permanente, où tu finis par être dans un rapport qui est un rapport de l'ordre des TCA, hein, où tu es en train de te surveiller, où tu es obligé de coller à un modèle qui est un modèle irréaliste et irréalisable, hein, qui est celui d'un espèce de corps parfait que même les gens qui te vendent n'ont pas en continu parce qu'en fait, ils vont faire des photos et des séances de photos quand ils sont en période de sèche, des séances d'entraînement quand ils sont en période de sèche. Ça, pour le coup, quand j'en avais parlé pendant le débat avec Nassim Saïli, même lui, il reconnaissait que c'était un des travers du monde de la muscu et que lui, quand il a voulu faire des vidéos où il n'était pas en sèche, il s'était fait harceler et injurier sur son corps par les gens du monde de la muscu parce que il était gros, il était gras, etc., etc. Parce que les gens croient que tu vas rester dans une sèche à 10% de body fat quasiment toute l'année sans que ce soit un problème. C'est des conneries. Et puis il y a aussi le fait qu'on ne prenne pas le sport sur la durée d'une vie. On prend le sport sur le moment, on va dire, un peu shiny d'une carrière, qui est le moment où les gens sont en pic de forme, au mieux de leur forme et tout. Et on oublie qu'en fait, c'est une carrière sportive, une vie de sportif. En fait, c'est long et que souvent, les gens, après leurs grandes années, quand ils sont dans une pratique moins intensive, moins dans le contrôle de leur corps, etc., et pour autant ils continuent à faire du sport, ils ressemblent plus tellement à ce modèle qu'on a en tête, ils ont plus les plaques d'équerre de chocolat, tous les sports, les muscles saillants et tout. Donc c'est vraiment, on est dans un stéréotype qui est de plus en plus réduit. Ça, on le voit hyper bien avec les JO, là, actuellement, on a des sportifs de haut niveau qui sont des championnes olympiques, qui sont des gens incroyables et qui se font bâcher sur leur physique. Il y a quand même beaucoup de sportives olympiques qui en ont parlé parce qu'elles sont grosses, parce qu'elles ne peuvent pas être sportives en ayant ce genre de physique, parce que ça, c'est pas des vraies sportives. Et en fait, on voit bien que en fait, ces personnes qui sont
exactement la définition du sport, c'est-à-dire des gens qui s'entraînent en permanence, dont le sport est le métier et qui incarnent en plus l'excellence maximale d'un sport, c'est-à-dire la médaille d'or aux Jeux Olympiques, et ben en fait, elles ne rentrent pas dans la case de représentation des majors mouvements et tout, qui ont en fait cette idéologie d'un corps et d'un physique qui n'est pas en fait un corps lié à la pratique sportive, mais à une certaine éthique de la musculation avec un rapport à la nourriture, à l'hypertrophie musculaire et tout, qui va parfois être d'ailleurs très violent pour le corps, très violent pour la psyché, et qui vont imposer comme le modèle absolu que tous les sportifs devraient suivre. Enfin, je vais aller partir un peu dans un petit tunnel sur ça, mais euh, quand j'étais aux États-Unis, je m'entraînais dans une salle de MMA où il y avait quelques combattants professionnels, qui n'était pas une grosse salle de MMA, mais qui était une salle de MMA qui était quand même plutôt très bien réputée, qui s'appelle SBG, si les gens qui font du MMA, vous connaissez peut-être, c'est des salles très, très réputées quand même. Et l'entraîneur, qui était un entraîneur qui avait quand même amené pas mal de gars à assez haut niveau et tout, on discutait en fait du rapport au corps. Et il me disait qu'il avait vu une vraie évolution, parce que c'était un type qui était de l'ancienne époque du MMA, entre les sportifs du début et les sportifs de maintenant, sur le fait qu'il y avait une pratique de la musculation de plus en plus intensive après les entraînements de MMA, de la part des pratiquants, non pas parce que ça améliorait leur performance, mais parce qu'ils voulaient ressembler aux pratiquants dans la cage. Et il disait du coup ça crée comme un cycle, c'est-à-dire que les pratiquants dans la cage arrivent en ayant les abdos, les muscles un peu hypertrophiés en mode muscu. Du coup, les pratiquants, quand ils s'entraînent et qu'ils commencent l'entraînement en MMA, ils croient que c'est à ça que doit correspondre le corps d'un pratiquant de MMA. Donc, ils se mettent eux-mêmes à faire de la musculation à côté. Et en fait, ça crée un espèce de cercle vicieux où on a des gens qui sont dans une pratique du corps qui est décalée, en tout cas de leur pratique sportive. Parce que ces muscles-là ne sont pas utiles et tu n'en as pas forcément besoin pour combattre. Il y a plein de contre-exemples de combattants de MMA qui se foutent complètement de leur aspect physique. Je pense c'est pas qu'ils s'en foutent, mais en tout cas, ils n'ont pas un corps qui est pensé pour un corps de musculation. Par exemple, Daniel Cormier, voilà, quelqu'un cite Tyson Fury aussi en boxe. Mais vous prenez d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des normes culturelles. Par exemple, tous les combattants qui viennent de Russie accordent beaucoup moins d'importance, ou des pays de l'Est accordent beaucoup moins d'importance au fait d'avoir les abdominaux saillants et un corps sec avec des gros muscles hypertrophiés. Du côté russe, il y a beaucoup plus une pratique de la musculation inspirée de la lutte, donc aussi du judo et de ces pratiques-là, où tu n'as pas du tout la même manière de concevoir le corps. Pour autant, c'est pas pour autant que c'est des mauvais combattants, et ils sont même très bons, et en termes de force physique, ils n'ont rien à envier aux Américains, voire des fois, ils sont plus forts alors qu'ils ont l'air moins musclés. C'est vraiment, en fait, comment dire, c'est des normes culturelles. Et en fait, il faut bien se rendre compte qu'avec le système de sponsoring du sport, le fait d'avoir un sponsor type Nike et tout, qui va venir te mettre en avant sur des affiches, te mettre en avant dans des publicités, ben, les sponsors ont imposé en fait le fait d'être musclé, d'avoir les abdos, d'avoir le muscle sec. C'est la même chose chez les footballeurs. Enfin, les footballeurs n'ont pas nécessité à avoir les corps qu'ils ont et les corps qu'ils montrent. Le corps qu'ils vont travailler à la salle, ils ne le travaillent pas pour les matchs de foot. C'est un corps qui travaille en grande partie pour les campagnes de publicité. Et ils vont travailler à côté pendant leurs entraînements, ce qui va leur être utile pour le foot. Donc ils sont un peu toujours à jongler dans un entre-deux entre un corps qui va être le corps qu'ils vont mettre en scène sur leur réseau partout et le corps qui leur est utile pour le sport. Et c'est pour ça que le sport olympique surprend autant, c'est que dans le sport olympique, ils ont beaucoup moins de sponsoring. C'est des sports qui sont beaucoup moins montrés, où les cultures sportives sont encore en fait restées focalisées sur la performance pure, où il faut être vraiment pile poil dans la pratique de son propre sport pour être en capacité d'avoir la médaille olympique, et surtout pas aller se distraire à faire un autre sport à côté qui va te faire perdre de la puissance ou de la précision et tout. Et du coup, on voit une variété de corps au JO, mais qui est hallucinante comparé à ce qu'on voit aujourd'hui dans le sport professionnel sponsorisé. Parce qu'en réalité, ben, les sportifs n'ayant pas la nécessité de faire toute cette musculation et tout à côté, ben, ils vont être dans une pratique qui est beaucoup plus concentrée sur ce que produit le sport quand on fait juste le sport. Et du coup, bah, ils vont avoir des corps beaucoup plus diversifiés et du coup se faire insulter aussi. Et en escalade, par exemple, le fait que les corps soient très secs, ben, ça vient énormément d'une habitude qui est hyper dénoncée aujourd'hui par même des sportifs professionnels comme Yania Gambred, qui est la grande championne d'escalade, la plus grande championne d'escalade en tout cas actuelle, qui dit ben, en fait que c'est des pratiques toxiques où on prive les grimpeurs enfin, on empêche les grimpeurs de s'alimenter sur le mode en fait moins tu manges,
plus t'es léger, plus c'est facile de grimper. Et elle dit, elle, que ça fait des contre-perfs et que ça fait des grimpeuses qui ont d'énormes problèmes de santé. Et ils sont de plus en plus en train de se battre dans le monde de l'escalade pour qu'il y ait des règles dans toutes les compétitions vis-à-vis du poids pour éviter ce qu'on appelle le RAID S, donc il y a le syndrome en fait de sous-alimentation par rapport à l'effort physique. Quand tu vois des gars comme Eric Cantona à l'époque, j'ai pas le souvenir qu'il avait des physiques comme les footballeurs actuels, mais bien sûr que non, mais comme les acteurs. On est les acteurs, vous vous rendez bien compte que la norme du bodybuilding, elle s'est installée dans notre culture, au point que tous les acteurs aujourd'hui, le mec qui doit jouer un professeur de physique, qui fait une découverte en physique quantique, il arrive, il est taillé comme un mec qui a passé 6 mois à la salle, et c'est pas pour rien, parce que c'est un mec qui a passé 6 mois à la salle, et parce que c'est ce qu'on attend des acteurs. Il y a une certaine forme de corps qui est survalorisée, mais qui a fini par créer une norme qui est si verrouillée. Maintenant, enfin, il faut un peu le dénoncer la chose et dire laissez les autres gens exister. On ne vous interdit pas de faire vos trucs, mais arrêtez de dire aux gens que c'est la seule manière d'être, quoi. Hein. Le shame autour du corps dans le cadre du sport, faut pas oublier que ça commence dès le primaire collège. Absolument. Et ça commence d'ailleurs avec un principe que je trouve assez horrible, mais le principe de l'autosélection dans les classes. Quand vous êtes en sport, par exemple, vous allez vous retrouver à faire un match de foot et on va choisir les gens et prendre les gens. Et il y a vraiment des moments comme ça où le jugement se fait forcément sur une base physique et de dire ah toi t'es un peu gros, on va te prendre en dernier parce que forcément tu sais pas faire de sport. Je suis un bon exemple de à quel point la manière dont le sport se déroule au collège est un sport qui est une logique sociale détachée de la performance physique. Que moi par exemple quand j'étais au collège, donc j'avais un an d'avance, donc j'étais plus petit que les autres et j'étais assez maigre. Et en sport, j'étais jamais choisi, j'étais toujours choisi en dernier et tout. Et les profs au collège, j'avais beaucoup de mal à ce que ça se passe bien avec eux parce que la manière dont ils concevaient le sport et dont le sport est fait à l'école, c'est vraiment. Ça n'a aucun sens, surtout quand tu es dans des pratiques sportives. Le truc, c'est que moi, pour le coup, j'étais déjà sportif et j'étais dans une préparation type sport de haut niveau plutôt. J'ai fait championnat de France en athlé, je faisais de la course de fond. J'ai continué assez longtemps et j'avais un très bon niveau dans le sport que je faisais. Largement au-dessus de la moyenne des gens de ma classe. Enfin, j'étais en championnat de France, donc vous imaginez bien quand on nous faisait courir sur un stade, même si j'avais un an d'avance, je leur mettais 2 tours, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout valorisé. C'était même plutôt pas bien vu. Déjà, c'était pas bien vu par les autres, mais c'était aussi pas bien vu par les profs. Il y avait un truc qui se passait pas, quoi, avec les profs, qui était en gros que je savais faire du sport. Sportivement, j'avais le corps et j'avais les capacités physiques de répondre, mais je rentrais pas dans la manière dont le sport était valorisé à l'école. Qui était en fait qui avait beaucoup plus à voir avec une attitude et une manière de se montrer en train de faire du sport qu'avec le fait de faire du sport vraiment, quoi. Et du coup, pour moi, le sport à l'école et tout, ça n'a jamais fonctionné, même quand il fallait faire de l'athlétisme. Ça ne marchait pas vraiment. J'ai toujours été en galère. Alors que vraiment, bah, moi, j'ai toujours aimé courir et je savais le faire. Et que dans quel que soit le sport, quand tu as une base de foncier et une base d'explosivité, de tout ça, bah, en vrai, tu es à l'aise, tu vois. Mais enfin, ça marchait pas. Le sport m'a traumatisé à l'école, collège. Il m'a fallu des années pour reprendre à l'université et maintenant j'adore. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ce même récit, hein, qui ont un rapport affreux au sport. Voilà, d'être les derniers sélectionnés, comme tu le racontes, écureuil vénérable. Le côté ne pas avoir d'amis dans sa classe, ne pas bien s'entendre avec les autres. Donc du coup, bah, quand tu te retrouves dans le sport, en fait, tu fais pas partie justement de ce tissu social qui va faire que ben, toi, on va te prendre dans les équipes ou qu'on va te passer le ballon quand tu vas jouer. Moi, j'étais vraiment là-dedans aussi. Hein. Ça se passait très mal au collège et tout. Et donc le fait de ne pas être dans les relations avec les autres, de ne pas être aussi dans la norme du sport d'équipe, il y a vraiment une logique de groupe dans le sport d'équipe. Quand tu l'as pas, cette logique, ça fonctionne pas. Et la violence exprimée par les profs qui vont survaloriser des attitudes toxiques chez certains et certaines qui vont être dans une représentation sportive qui n'a pas grand-chose, je le redis, à voir avec les capacités ou non d'un élève, qui vont jamais être en lien avec une volonté de progression ou pas, et qui vont toujours te juger comme un objet tel quel. Toi, t'es là dans ce sport, t'es bon, dans ce sport, t'es mauvais, et de toute façon, c'est comme ça, et puis on n'en parle plus. Bah, ça fait que ça crée une détestation chez tellement de gens, quoi. Hein. En plus, il y a la compétition en sport à l'école. En fait, c'est vraiment le pire du pire parce qu'il y a la compétition dans le sport quand tu fais dans un club, mais il y a au moins une notion de progression. Quand tu arrives dans un club de boxe, quand moi j'ai des jeunes qui venaient dans le club où j'entraînais l'année dernière et tout, le jeune qui arrive,
moi, je sais qu'il va pas être bon en boxe. Je m'attends pas à ce qu'il soit bon en boxe, comme il y a pas de raison que tu sois bon en foot, quoi, tu vois? Tu jamais fait de foot, il y a pas de raison que tu sois bon en foot. Je vais, faire travailler pour que justement tu progresses et il y a pas cette notion à l'école. C'est vraiment dans ce sport, tu es bon, dans ce sport, tu pas bon. Il y a aucune logique de: on va t'apprendre des techniques, on va t'expliquer comment faire ou comment progresser. C'est, «Bon, bah, vous allez jouer au ping-pong, on vous met sur les tables de ping-pong, les plus mauvais sont d'un côté, les meilleurs sont d'un autre côté». Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passait. Jamais on m'a expliqué une technique de ping-pong, jamais le prof est venu me dire, «Tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça». Et du coup, c'est vraiment un truc ultra toxique, quoi, hein. J'ai découvert que le sport pouvait être bien grâce à un prof de boxe dans une salle non mixte. Pour une fois, on m'encourageait au lieu de me rabaisser car petite grosse. Ouais, mais c'est terrible, mais c'est l'expérience de tellement de gens. Et c'est pour ça aussi que moi j'attache autant d'importance et que je le redis, c'est ultra politique ce qu'on fait dans nos salles de sport associatives à côté de chez nous et tout. Parce que la manière dont on va être accueillant, la manière dont on va parler aux gens, le fait de ne pas être des majors mouvements, justement, de ne pas être dans un jugement du corps qui n'est pas en bonne santé parce qu'il ressemble à ci ou qui ressemble à ça, et de juste dire à quelqu'un, cool, t'es là. C'est pas grave, et n'aie pas d'objectif, enlève-toi ces merdes de la tête, viens juste pour rigoler, viens passer un bon moment, viens, on fait des trucs un peu ensemble et tout. Bah, en fait, c'est tellement plus sain et on partage tellement des choses plus intéressantes qu'en étant dans ce sport de merde qu'on nous vend partout, quoi, hein. Au moins 3 ans, mais l'enseignement de l'EPS a été fortement réformé dans le bon sens, il va avoir 5-10 ans. Ah ouais, donc moi, c'était il y a bien plus longtemps, hein. On ne fait plus d'autosélection et beaucoup de mise en avant de l'entraide au-delà de la compétition. Après, il y a toujours des vieux profs réact, on va pas se mentir. Bah, j'espère que ça c'est mieux qu'avant. En tout cas, pour moi, c'était vraiment compliqué et je le redis, c'est quand même fou de se dire, moi, quand j'y repense avec le recul, de se dire que l'année où je faisais les championnats de France d'athlé, je pense que j'avais pas la moyenne en sport au collège, et à cette époque, c'est pas faute d'essayer, tu vois? Mais ça se passait pas, ça se passait tellement mal en fait avec le parasocial, avec les échanges avec les autres et tout, que j'arrivais pas en fait à pouvoir faire du sport. En fait, on me faisait faire du foot avec des gens qui voulaient pas jouer avec moi qui m'entendais pas avec eux, et un prof de sport qui pensait que j'étais nul en foot. Mais en fait, c'est pas la question d'être nul ou bon en foot. C'est que si tu me colles dans les cages alors que moi, ce que je sais faire, c'est courir, on va forcément pas y arriver, quoi. Moi, je ne saurais que trop vous encourager si l'envie vous avez cette envie de faire un sport quel qu'il soit, hein. Ça peut être du tir à l'arc, de l'escalade comme on disait, de la boxe, de l'aviron, n'importe quoi. Voilà, d'essayer de vous dire que ce monde du sport, de l'EPS, non pas de l'oublier, mais de le mettre vraiment dans ce que le sport ne doit pas être. Et voilà, en faisant attention toujours à l'environnement. C'est peut-être la première chose à chercher dans un club de sport, quel qu'il soit, c'est un environnement bienveillant, où on vous parle poliment, vous ne vous sentez pas jugé, vous avez des espaces où vous pouvez vous sentir à l'aise, faire votre entraînement tranquillement, où on vous accompagne et vous êtes les uns et les unes avec des gens bienveillants. Cette bienveillance-là, vous pouvez la trouver dans tous les sports. Je vous dis simplement, ne vous laissez pas, voilà, dégoûter parce que vous tombez sur un club pourri ou quoi. Il y a des clubs qui sont très bien. Il faut simplement les trouver. Mais est-ce que c'est forcément bon pour la santé? Bah là, en gros, t'as deux écoles. D'un côté, t'as l'école Churchill. Lui, quand on lui demandait le secret de sa santé et de sa longévité, il répondait « no sport », pas de sport hein, en français. Bon, il est mort à 90 ans, ce qui était plutôt cool pour l'époque, mais à partir de ses 75 ans, il a quand même fait 8 AVC, donc bon. Et de l'autre côté, t'as les extrémistes du sport. Genre les plus vénères parmi ceux qui ont commenté le reel dont je t'ai parlé tout à l'heure. Eux, leur discours, c'est « il faut absolument faire du sport, c'est bon pour la santé, point final ». Rien à foutre de ta dépression. Ça va, on rigole. Toutes ces personnes-là, elles ont plusieurs points communs. Il y en a un sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, mais il y en a un déjà là qui est assez évident. Elles savent faire du sport. Elles sont formées, donc elles savent faire les choses correctement. En évitant les erreurs, en évitant les blessures, donc en évitant de mettre leur santé en danger. Et ça, c'est important parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais bref, en réalité, évidemment, les choses sont un petit peu plus nuancées que zéro sport ou plein de sport tout le temps. Donc là encore, je te propose qu'on voit ce qu'il en est factuellement. Si on parle de pratique intensive du sport, genre sport pro, sport de haut niveau, etc., là les choses sont assez claires. Non, c'est plutôt pas bon pour la santé. Je vais pas rentrer dans tous les détails, on va pas faire une liste exhaustive, mais on peut prendre quelques exemples comme l'encéphalopathie traumatique chronique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te conseille de retourner la voir, c'est une maladie qu'on a découvert en étudiant le cerveau de joueurs de foot américains après leur mort. En gros, les coups répétés qu'ils prennent à la tête pendant leur carrière, ça abîme leur cerveau et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur leur santé physique et leur santé mentale. Là, on parle de maux de tête, de ralentissement général, de problèmes de concentration, de problèmes de coordination des mouvements, voire des accès de colère et de violence qui peuvent aller jusqu'au meurtre, et de dépression qui peuvent aller jusqu'au suicide. Par la suite, ça a été aussi observé chez les joueurs de rugby, et chez les footeux, on sait que
faire des têtes comme ça de manière répétée, ça a des conséquences négatives sur leur cerveau. Et chez les boxeurs, c'est connu depuis très longtemps, l'exemple le plus tristement célèbre, c'est Mohamed Ali. Alors ça, c'est des cas extrêmes, mais... C'est déjà bien de rappeler ça, hein, parce que ça, c'était déjà un truc que les sportifs voulaient pas reconnaître. Déjà, de base, moi, ça, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai parlé des blessures, je pensais vraiment que les sportifs, enfin tous les gens du monde du sport, pour pratiquer le sport depuis très longtemps moi-même, reconnaîtraient que ben, en sport, on se blesse. Évidemment qu'on se blesse. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui puissent tenir un discours public qui disent en sport, on se blesse pas, et qui aillent même pas reconnaître que les sportifs professionnels mettaient leur corps dans une situation de tension telle qu'ils accumulent des blessures, des problèmes réguliers et tout. Et, vraiment, j'étais super choqué de voir un discours public comme ça tenu par des personnalités qui étaient en mode full, «Ah ouais, non, le sport, vraiment, 0 souci, non, les sportifs professionnels, ils sont en bien meilleure santé que tout le monde et tout». Putain, moi, des sportifs pros, j'en côtoie, c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas. C'est une passion, c'est beaucoup de sacrifices et c'est beaucoup de traumatismes qui sont accumulés à tous les niveaux, je parle pas mental mais physique, et qui font bah, qu'il y a des problèmes chroniques. Le sport, c'est quasiment à haut niveau, c'est quasiment de la gestion de blessures 90% du temps. Et tu as des mecs qui ont des problèmes à tel et tel endroit, et comment est-ce que tu fais pour continuer à les entraîner avec ces problèmes? Bruno Rodriguez s'est carrément fait amputer sa jambe à la fin de sa carrière. Bruno Rodriguez, footballeur professionnel français. Ah ouais, quand même. À la suite de douleurs permanentes à la cheville, il choisit de subir une amputation de la jambe droite. On se rend pas compte, et c'est pas des tendinites, parce que Major Mouvement, il était hyper rabaissant avec ça, en mode ouais, non, mais vraiment, ça va, la tendinite, c'est quand même pas si grave et tout, machin. Mais enfin, sauf que voilà, la tendinite chronique qui va ensuite conduire à une autre blessure, qui va conduire ensuite à, ben, pourquoi pas, une forme de sédentarité aussi, plus des formes parfois de dépression, parce que tu t'entraînais pendant longtemps et d'un coup, tu peux plus du tout t'entraîner. Enfin voilà, c'est pas le canapé tue plus que la tendinite ou je sais pas quoi, enfin comme il disait quoi. Ça a pas de sens, en fait, faut prendre la pratique sportive dans son ensemble. Il n'a pas fait du tout quoi, hein. Déjà, c'est loin d'être des exceptions quand même. Et puis, il y a tout ce qui peut être lié au fait d'essayer d'augmenter les performances. Je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, il y a un ancien footballeur professionnel qui s'appelle Bruno Rodriguez, qui a joué notamment au PSG, qui s'est fait récemment amputer de sa jambe droite. Pendant toute sa carrière, il a enchaîné les matchs, même en étant blessé, il a fait des infiltrations pour supporter la douleur, il a forcé, et voilà. C'est la raison qui a été évoquée. Là encore, Bon bah voilà, on l'avait pré-shot, mais effectivement, c'est le genre d'histoire pas rien quoi. Ça dit quelque chose de nos pratiques, hein. C'est quand même, enfin, c'est fait amputer la jambe quand même, hein. oui, c'est un cas extrême, mais c'est pour illustrer le fait que si tu cours après la performance sans écouter ton corps, un jour ou l'autre, il va te le faire payer. Et je te parle même pas des maladies liées au dopage. C'est super difficile à étudier scientifiquement, pour des raisons évidentes, mais on suspecte certaines substances employées de donner des cancers, et on sait qu'il y en a d'autres qui provoquent des infarctus, qui peuvent déboucher sur ce qu'on appelle la mort subite du sportif. Peut-être que tu as des images en tête. Si on ajoute à ça les blessures à répétition, les dépressions chez les anciens sportifs et les anciennes sportives, et le fait que le sport de haut niveau augmente le risque de faire des troubles du comportement alimentaire. Bon. Et encore, sans parler du stress physique et du stress psychologique qui sont liés aux performances, à la compétition, etc. Je te refais pas toute la liste des maladies liées au stress répété, mais je te mets toutes les infos dans la description de la vidéo si tu veux. On peut... Bon, pour les gens qui ont vu mes vidéos sur le sujet, vous savez que j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai dit à peu près la même chose, mais en fait, ils le savaient pas. Je précise, hein, pour dire que c'est pas, il n'y a pas de plagiat ou quoi, hein. C'est vraiment, il n'était pas au courant, il me l'a dit, et qu'il n'avait pas vu la deuxième vidéo que j'avais fait sur le dopage et plein de trucs comme ça. On dit pas exactement la même chose d'ailleurs, mais c'est juste pour préciser. Et ouais, vraiment, on est assez d'accord, assez d'accord sur le sujet, hein, voilà, sur la question du dopage, sur la place que ça prend, sur les impacts sur le corps, la mort subite du sportif. D'ailleurs, c'était un truc que j'avais pensé traiter dans une vidéo aussi. Et c'est voilà, c'est ultra tabou. Et comme tu dis de Doom, faudrait rajouter aussi toute cette question de la santé mentale. Je veux dire, mais est-ce que les sportifs vont si bien? Parce que moi, des sportifs qui souffrent énormément dans leur pratique, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses phases d'euphorie en mode ah ouais, le sport c'est trop bien, c'est génial, je me suis jamais senti aussi bien. Dès qu'ils ont une petite blessure, que ça impacte les entraînements, qui commencent à s'effondrer sur eux-mêmes, puis qui vont avoir voilà, des grosses phases de dépression quand ils vont terminer des carrières sportives qui n'ont même pas été des carrières sportives, parce que là, Dodoum, tu parles de Michael Phelps, lui au moins il a gagné des médailles olympiques, et il en a fait une carrière, il a gagné de l'argent, etc. Mais des gens qui vont avoir des carrières amateurs,
tout à fait nobles, hein, mais qui vont jamais gagner d'argent ou qui vont même jamais vraiment gagner de compétition. Mais ils ont tellement investi psychologiquement dedans que le jour où ça s'arrête, il y a vraiment un choc et ça les met à bout. On peut se mettre d'accord sur le fait que le sport de haut niveau, c'est plutôt pas bon pour la santé. Mais au moins, pendant leur carrière, ils ont des moyens pour se faire très très bien soigner. Ça, c'est vrai. Mais pour les gens comme toi et moi, qui font du sport à un niveau amateur, ça donne quoi? Bah, la vérité, c'est que tout ce dont je viens de te parler, ça n'a pas été observé chez des gens qui ont une activité sportive plus modérée, mais qu'il y a un certain nombre de trucs, genre par exemple, les coups répétés à la tête, on sait que c'est jamais bon, de toute façon. Et pour le reste, bah évidemment, c'est variable, ça dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple le Et par exemple, c'est pas forcément observé, mais c'est pas pour autant que c'est pas là. Par exemple, les coups répétés à la tête chez le boxeur amateur, je pense qu'il y aurait vraiment des études à faire, hein. genre de sport que tu pratiques. Il y a des sports qui sont plus ou moins susceptibles d'entraîner des blessures. Les raisons pour lesquelles tu le pratiques, si c'est par exemple pour des raisons purement esthétiques et que t'es pas bien accompagné, bah, ça peut avoir des répercussions négatives, ne serait-ce que sur ta santé mentale, par exemple, mais ça on va y revenir. Et la C'est juste un truc sur les sports qui blessent. Il y a un truc qui m'a frappé là pendant les JO, c'est la gym. Je regardais la gym et je regardais les meufs là faire, comment ils appellent ça? Le saut. Alors si vous n'avez pas vu le saut au JO, mon Dieu, mais regardez ce truc, mais c'est flippant. Genre vraiment, j'étais en stress, j'en suais des mains. C'est les meufs, elles courent à fond, elles ont un espèce de truc qui les propulse, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un espèce de bidule qui les propulse en l'air, elles font un espèce de salto, elles s'appuient sur une table, et là elles partent à une hauteur, je sais pas à combien elles montent, ça doit faire bien plus de 2 mètres, quoi. Elles font 20 000 vrilles, et elles ratterrissent sur les jambes. Et tu regardes ça, c'est un truc, mais tu te dis, les chances de blessures, voire blessures type vraiment fracture des cervicales, problème de dos, tu atterris sur la table, machin. Il y en a une qui a raté son saut, qui est partie la tête en avant, qui a failli se prendre le pied du cheval, tu te dis, enfin de la table ou je sais pas quoi. Je crois que c'est pas un cheval, ils appelaient pas ça un cheval, donc j'étais pas sûr. Mais je me suis dit, oh là 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 là, mais enfin, tu peux te défoncer, quoi. Tu peux te défoncer. Pareil sur la poutre, hein, d'ailleurs, quand vous voyez. Enfin, de toute façon, grosso modo, la gym, quoi. Et en même temps, la manière dont c'est présenté, comme elles ont des espèces d'habits, elles ont là les espèces de juste corps roses à paillettes, machin et tout, t'as l'impression que c'est pas un sport extrême. Et je me disais, si c'était un sport qui avait été de base fait par des gars et qui n'était pas tourné ou vécu ou présenté en tout cas dans notre société comme un sport féminin auquel on a mis tout un habillage autour de la manière de se comporter. Par exemple, elles peuvent pas aller au saut comme les autres sportifs. Un sportif qui va faire genre du saut à ski, un truc un peu violent, on risque de crever. Il est là en mode concentré, machin, il regarde devant, il se tape la tête, tu vois, il est en mode ok, je vais faire un truc de dingue, peut-être je vais crever quoi. Là, elles arrivent, elles doivent faire, hop, elles montent la main, elles doivent faire un sourire, comme ça, et après, elles partent et elles font le truc. Et tu dis, mais il y a une espèce de mise en scène de ce sport pour en cacher la dangerosité et la violence, parce que c'est un sport qui est fait par des femmes, et comme c'est des femmes qui le font, les mecs, ils sont pas habillés avec des costumes à paillettes, hein. Les mecs, ils ont des espèces d'habits, c'est des habits de sport, quoi. Les meufs, il y a que les meufs, elles ont ça, et c'est vraiment un truc, c'est vraiment, je sais pas comment ça s'appelle, un juste corps, quoi. Et je suis allé regarder si elles étaient d'accord pour le porter. J'ai vu qu'il y avait des plaintes de ouf de la part des meufs pour dire, mais enfin, déjà, elles font des trucs surdangereux. Mais en plus, il paraît que c'est un enfer à porter, qu'elles ont hyper peur en plus que, vu les mouvements qu'elles font, ça se décolle et que du coup, on voit leur pubis ou quoi à la télé en full 4K et tout. Donc, elles mettent de la colle et tout. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Et, euh, et du coup, il y a un espèce de truc où elles font un sport qui est hyper extrême et où en fait on diminue complètement la performance sportive, la dangerosité de cette performance et le côté vraiment ouf de ce qui est fait, quoi. Vraiment, mais moi, ça me... C'est choqué, quoi. Tu vois, j'avais jamais trop regardé. Je me disais, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et en fait, c'est totalement minimisé par tout un décorum autour du corps, autour des tenues, des paillettes et machin, comme si c'était un sport de fifi, tu vois. Ah, mais non, c'est pas un sport, voilà, trop extrême, c'est un truc de meuf, machin et tout. Et tu regardes le truc, enfin, je suis désolé, mais normalement, c'est un truc qui passerait sur MTV, sponsorisé Red Bull, avec du punk rock derrière. C'est vraiment une manière de faire. Ouais, je dois vous parler du beach volley et de l'athlétisme, on filme les culs et tout, et ça me pose archi problème, hein, je suis grave d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, c'était que le truc
de la gym, en fait, ce que je trouve, c'est aussi le contraste entre le côté sport extrême et l'image de ce sport. Là où il y a des sports, en fait, qui ont une image qui vont jouer, en fait, sur cette image de sport extrême, qui sont pas plus fous que ça, quoi. Genre vraiment, le quadruple vrille en l'air en te balançant comme ça, enfin, les risques pour le corps et tout. Enfin, moi, je me dis, c'est un sport qu'il faudrait avoir un casque, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, tu te dis, elle devrait être habillée avec des protège-coudes, un casque, un protège-dents, et balancer le truc. Enfin, voilà, le truc, c'est tellement extrême. Et c'est la manière dont c'est présenté, ça n'a pas de sens. Pareil en patinage artistique, et puis au final, pareil avec les injonctions à la féminité, genre les talons, ça a pas l'air. En plus, on dévalue la cote dangereuse quand c'est connoté féminin, mais c'est dangereux de ouf. Ouais, mais c'est trop vrai. Par exemple, le patinage artistique et le roller, c'est deux sports qui sont globalement le même sport, mais dans un, il y a un décorum pour féminiser ça et le rendre moins extrême et cacher en fait la dangerosité de ce qui se passe. Et c'est vraiment un regard genré sur le corps avec une sexualisation hein, qui vient au passage qui est hyper gênante. Mais en plus, il y a vraiment un truc où tu te dis c'est une manière aussi de ne pas laisser aux femmes l'accès à quelque chose qui serait la performance physique maximale, quoi. De dire, voilà, parce que ce qui est extrême dans le sport extrême, c'est toujours cette performance physique qui va plus loin que ce que devrait être la nature ou je ne sais quoi, enfin, dans les représentations sociales. Là, c'est vraiment la performance qui dépasse tout, qui prend tous les risques. Et ça va contre l'image sociale qui est associée aux femmes. Et donc, on voit comment il y a une construction genrée de ce que tu as le droit de faire ou non dans le sport. Et je trouve ça trop malsain. Enfin, vraiment, en fait, j'ai à la fois été hyper impressionné par les performances physiques et j'ai détesté regarder pour ce côté-là. Et la manière de filmer et tout, enfin, où ça te met hyper mal à l'aise. Vraiment, la sursexualisation est vraiment gênante, quoi. Hein. Et venez, on dit la prochaine fois qu'il y a des JO, elles reviennent, elles ont le droit d'avoir un short, un t-shirt et un protège-dents, quoi. Et let's go, elles feront les mêmes trucs qu'avant, quoi. Hein. Façon dont tu fais du sport, si tu t'y mets comme ça, sans être renseigné sur les trucs à faire et les trucs à pas faire, bah tu peux te faire plus de mal que de bien. Je te donne un exemple, est-ce que tu connais la rhabdomyolyse? En gros, le tableau, c'est tu fais une séance de sport bien vénère. Là, on parle d'un effort violent vraiment prolongé, hein, comme par exemple une course à pied très très longue, un entraînement militaire, mais il y a eu aussi des cas chez des gens qui font du crossfit. Ton corps, il est tellement traumatisé par ce que tu viens de lui imposer que ça détruit des fibres musculaires qui libèrent dans ton sang des substances toxiques qui vont bloquer tes reins. Et comme en plus le taux de potassium augmente dans ton sang et que tes reins n'arrivent plus à l'éliminer, eh ben ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Et tant qu'on parle de ça, c'est pas le seul truc qui peut provoquer des arrêts cardiaques. Ça arrive aussi à des gars qui font des gens qui font du trail ou de l'ultra trail. En ce moment là, c'est la grande mode des courses très longues. Donc il y a des gens qui s'inscrivent à des courses très longues en mode challenge, défi, qui s'entraînent un peu mais pas tant que ça. Et ils veulent absolument pas lâcher parce qu'il faut pas être un lâcheur et c'est au mental et moi j'ai le mental et je m'en bats les couilles, nanana. Et du coup, ils dépassent largement leur seuil physique. Et du coup, ils ont ce truc-là où la fibre musculaire se détruit, ça les empoisonne, ils se mettent à pisser noir. Et des fois, ça a des conséquences hyper graves, quoi. Hein. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de la mort subite du sportif? Eh ben ça concerne pas que les pros. Si on impose à son corps des efforts trop intenses, si on fait ça de manière trop fréquente, trop répétée, eh ben ça finit par avoir des répercussions au niveau cardiovasculaire qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque à l'effort. C'est juste un risque, évidemment, c'est pas systématique, mais pour éviter ça, il faut y aller progressivement quand on fait du sport. Et pas y aller comme ça, comme une brute à fond tous les jours parce qu'on a envie de progresser très très vite. Là encore, je te parle des cas les plus graves, mais globalement, plus tu fais un sport qui sollicite tes muscles, tes articulations, ton cœur, plus tu le fais de manière intensive et répétée. Et encore plus si tu le fais sans avoir les bonnes informations et les bons conseils en matière d'alimentation, d'hydratation, de sommeil, de récupération, d'échauffement, de technique, d'étirement, etc., etc., et bah plus tu risques de te faire mal. Et puis il y a un autre truc important qu'il faut... Et même quand tu connais le sport et que t'en fais depuis longtemps, bah, des fois, on a tendance à avoir la flemme de faire certains trucs, on oublie. Et on se surentraîne. Enfin, le nombre de sportifs que je connais qui sautent les échauffements parce que ah, c'est bon, c'est chiant, qui se font mal et qui reviennent s'entraîner le lendemain parce que ah, mais j'ai pas envie de sauter un entraînement. Puis en fait, c'est pas que par addiction au sport, mais aussi parce que le sport, c'est leur vie sociale. Quand je faisais du judo 3 fois par semaine, vas-y, j'ai la crève, mais c'est ok, balèque. La séance d'après, balèque pas. Le lendemain, j'ai regretté si fort. J'avais mal partout, mais comme si la séance avait duré 4 fois plus longtemps que d'habitude. Mais exactement. Avec s'entraîner malade, moi, c'est un truc que j'ai fait en se disant, ah, mais ça va m'aider à aller mieux. Moi, je me suis déjà dit ça. Il y a ce discours sport-santé qui dit aussi que quand tu es sportif, tu tombes pas malade. Quand tu es sportif, tu meurs plus vieux, tout ça, machin. Et que moi, c'est un discours que mon père, il avait toujours. Genre, ah, si tu es malade, va courir. Ton corps va te guérir.
Non, 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 en fait, tu vas juste être 10 fois plus mal, quoi. Faut pas oublier, c'est les répercussions sur la santé mentale. Un exemple, si je te dis bigorexie, est-ce que ça te parle? Si on veut simplifier, on peut dire que c'est une espèce d'addiction au sport. Et en vrai, ça vient vite parce que si tu veux ressembler aux gens sur les brochures des salles de sport ou aux influenceuses et aux influenceurs fitness sur Insta, bah c'est une attention de tous les moments dans tous les secteurs de ta vie. Et du coup, la bigorexie, c'est quand tu deviens complètement obsédé par tes entraînements, tes progrès, tes performances, etc. Quand tu peux pas du tout. C'est trop bien. Beaucoup de musiciens souffrent de blessures qui auraient pu être évitées. Et je me rappelle que quand je travaillais en anthropologie, mais pas anthropologie culturelle, la partie d'anthropologie qui s'occupe des corps, donc tout ce qui est du corps humain, par exemple travailler sur des cadavres et tout pour être capable de reconnaître telle ou telle pratique, c'est pas un truc que j'ai fait longtemps, ça m'intéressait pas tant que ça. Et puis j'aime pas trop voir des corps morts toute la journée. Mais par exemple, une manière de savoir la pratique musicale, c'est par rapport à l'usure des os et la manière dont les os vont être usés d'une certaine façon. Donc c'est assez intéressant, je pense, de se rendre compte que ta pratique musicale, elle va avoir tellement d'impact que ton os va s'user au point qu'on puisse savoir quel instrument tu jouais à la manière dont à la manière dont le sport enfin dont l'os a finalement a pris forme, quoi. C'est assez chaud, hein. En poids lourd, dans les petites catégories, avec le cutting, tu as souvent les abdos. Bah, ça dépend, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas lié au cutting, parce que tu regarderas les mecs qui boxent, qui viennent d'Europe de l'Est, tout ça, machin, ils ont beaucoup moins les abdos que les mecs qui sont en Occident, type pays européens et États-Unis, parce que la culture est pas la même et qu'ils se préparent pas de la même manière, quoi, hein. Je pense au premier film Creed où l'acteur qui jouait l'adversaire de Creed est un vrai boxeur. Michael Bay s'est préparé pour l'esthétique et l'autre il n'a pas de pec, pas d'abdos parce que c'est pas important pour la perf. Ouais, exactement. Et c'était marrant parce qu'au moment où le film est sorti, il y a des gens qui savaient pas que l'adversaire était un vrai boxeur, qui avait une énorme carrière de boxeur et tout. Et du coup, il y a des gens qui critiquaient le choix en mode mais c'est quoi cet acteur? Il ressemble à rien, c'est pas ça un boxeur et tout. Et les Rocky, c'est pareil. Les gens, ils ont une image de la boxe qui est beaucoup basée sur Rocky. Et j'adore Rocky, hein. Mais le corps de Sylvester Stallone dans Rocky, c'est pas le vrai corps d'un boxeur, c'est le corps d'un mec qui va à la salle, qui fait de la muscu, qui travaille l'hypertrophie. C'est tout. C'est pas du tout le corps des boxeurs, surtout des boxeurs de son époque. Mais ça a créé une norme qui fait qu'après, derrière, il y a des boxeurs qui ont voulu ressembler à Rocky, qui ont commencé à travailler les abdos, etc., etc., parce qu'il fallait coller à cette image. Et du coup, en fait, c'est comme ça que ça s'est créé. Et il y a vraiment un taf qui se fait à l'intérieur du monde des sports de combat, qui est détaché de la pure performance. Voilà, un mec comme Skarbowski s'appelle, le gars, un gars qui faisait de la boxe thaï, qui est incroyable. Il y a une séquence, mais hilarante, où Skarbowski arrive en fait, à l'UFC et on lui demande de faire une séance d'entraînement. Donc, c'est un Français. Et on lui demande de faire une séance d'entraînement à des mecs qui sont des futurs champions de l'UFC. Donc, en gros, il y a une télé-réalité à l'UFC, donc qui est la ligue de MMA la plus importante au monde, où on fait s'affronter des jeunes talents pour qu'il y en ait un qui a un contrat. Et en général, dans le tas, il y en a 3-4 qui finissent par être signés et qui arrivent à faire leur carrière. Et ce qui est hyper drôle, en fait, c'est ils font venir du coup Skarbowski, qui est un champion de boxe thaï et qui est chargé, en gros, de venir leur faire une séance de boxe thaï. Mais lui, on lui dit pas trop quand il doit venir. Donc lui, sa version des faits, hein, c'est qu'à ce moment-là, lui, il est à l'hôtel en Floride, qu'on lui paye à la production. Il s'est payé un énorme cocktail haut comme ça d'alcool. Il est en train de boire son verre. On l'appelle en lui disant faut que tu arrives vite. Donc il se dit ah bah je vais boire mon verre en entier. Donc il boit son verre en entier. Et, il décide de venir à l'UFC faire son entraînement. Donc il arrive, il est bourré et il met une branlée au gars. Mais ce qui est hyper drôle, c'est le physique qu'il a comparé aux autres. Il est torse nu, il ressemble à rien et il a l'air tout gentil comme ça et tout. Tu le mettrais comme ça dans la rue torse nu et tu dirais aux gens avec les autres à côté qui est le plus fort des gars. Personne se rend compte que c'est lui le champion de boxe thaï et tout, quoi. Il est pas du tout dans la norme physique. Et en fait, il est bien plus fort que les autres. Parce que lui, ben, c'est ce que dit Georges Saint-Pierre, qui lui, pour le coup, est justement dans la muscu à fond. Bah, il s'en fout, en fait. Lui, il s'entraîne tous les jours, il travaille, il est super bon en boxe thaï. Mais par contre, à côté, il n'a pas envie de s'emmerder à ressembler à un bodybuilder. Ça l'intéresse pas, quoi.
Et du coup, la vidéo est assez marrante. Je vous laisserai, je vous laisserai chercher euh, une légende française plutôt conforme au cliché, bourré avec son corps de gants de toilette. Bah, un corps de vrai sportif. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. C'est qu'il montre en fait une réalité. C'est que le corps d'un mec qui s'entraîne tous les jours, qui travaille énormément, qui est champion, un des plus grands champions de l'histoire de la boxe thaï, et en tout cas pour la France, mais voilà, qui est pas dans le paraître. Et du coup, comme il n'est pas dans le paraître et il passe pas sa vie à faire des abdos, des trucs comme ça et tout, et ben ça en fait un grand combattant. Et voilà, c'est pas un bodybuilder. Skarbowski s'est pris une sauce dans le fight game parce qu'il donne des leçons de boxe à des antifas. Ah, stylé, je savais pas qu'il donnait des leçons de boxe à des antifas, c'est cool ça. Ça rajoute un côté positif, j'aime bien. Ben voilà, en tout cas, c'est un bon gars et enfin, je le connais pas personnellement, mais en tout cas de sa légende, voilà, ça en fait un gars marrant et c'est un gars qui s'en fout du physique et c'est assez marrant d'ailleurs de le voir face à un Greg MMA. Ils avaient fait un truc ensemble où il met une branlée à Greg sans aucun problème et il est là en mode il s'en fout quoi, en full détente quoi, hein. Tout coupé, même pas un week-end. Quand tu dois absolument faire ta séance de sport, même si tu es en famille ou avec des potes. Quand tu surveilles en permanence ce que tu peux manger, ce que tu dois manger. Et aussi que tu surveilles en permanence ton poids et ton apparence physique, on va pas se mentir. Tu sais aussi que plus tu fais du sport, plus tu as de risques de développer des troubles du comportement alimentaire. Il y a des disciplines qui sont particulièrement propices à ça, comme une certaine forme de course à pied où il faut être très très léger par exemple. Mais ça peut aussi être lié au culte de l'apparence physique qui va avec le fitness. Et tout ça entretenu par les discours autour du dépassement de soi, de la motivation, etc. etc. Alors qu'on sait que oui, zéro activité physique, c'est mauvais pour la santé. Enfin, plutôt que ça augmente les risques d'avoir des problèmes de santé. Mais Moi, j'ai l'impression que quelle que soit ta pratique, le rapport au corps, il sera toxique dans tous les cas. Et ça, c'est dommage. Moi, je vous le dis, par exemple, je suis dans une pratique physique que personnellement, je trouve modérée par rapport à ce que je faisais avant. Et moi, je viens d'une culture du sport semi-professionnel, on va dire. Donc, j'ai toujours appris le sport à de haut niveau, avec des grosses intensités, beaucoup d'entraînement, qui fait que ce que je considère, moi, être peu d'entraînement, ça va quand même être au moins 4 entraînements par semaine, avec quand même une intensité qui sera relativement, à mon avis, plus élevée que ce que la moyenne des gens mettrait dans un entraînement ordinaire. Je vais quand même avoir une relation à mon corps où j'ai l'impression que c'est jamais assez, quoi. Je vais me regarder dans la glace en me disant, putain, vraiment, je ressemble à rien physiquement, c'est nul, c'est pas bien. Enfin, un truc hyper toxique et où, en plus, moi qui suis pas quelqu'un qui suis si attaché que ça au physique, mais quand même, j'ai ce truc-là de me comparer, de me dire, ah ouais, mais parce que je me compare plus à des mois d'avant, à des périodes où j'avais l'impression d'être vraiment bien dans l'entraînement, mais j'ai même pas un truc rationnel. Et je me rends compte que je me maintiens dans une forme de toxicité. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de gens sportifs que je connais qui sont là-dedans, qui vont avoir une pratique régulière, qui vont faire un sport qu'ils aiment et tout, mais qui vont en permanence se regarder en mode ah, je suis pas comme il faut, je suis pas comme il faut, je suis pas comme il faut. Et c'est pour ça que j'insistais dans la vidéo qu'on avait fait avec Camille sur le fait que l'apparence physique joue un rôle central. Parce que ce qui avait déclenché la vidéo avec Camille, c'était ça, hein, c'est que Camille, elle se sentait pas bien dans les salles de sport et elle se regardait comme quelqu'un qui était pas dans la norme et tout, et elle en souffrait alors qu'elle venait de commencer le sport et qu'elle y allait. Et moi, en fait, je ressentais la même chose alors que j'étais pratiquant et que je pratiquais depuis longtemps. Et je me disais, mais en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, le problème, c'est peut-être ni Camille ni moi, c'est peut-être plutôt l'image qu'on nous colle dans la tête et justement la toxicité des discours qui nous enferment dans une représentation. Et malheureusement, la vidéo a prouvé qu'on avait raison. C'est la réaction épidermique ultra-violente qu'on s'est pris dans la gueule. Elle démontrait largement qu'en fait, on était face à des gens qui refusaient à 100% de réfléchir avec nous sur nos souffrances et nos problèmes et qui nous imposaient une vision du sport ultra toxique et qui voulaient nous enfermer dedans, quoi, hein. Il y a aussi la culture fitness depuis peu qui met des problématiques de sportifs pros sur des sportifs amateurs qui veulent juste bouger un peu dans la semaine. Bah oui, et puis ça, moi, je l'ai bien vu pour avoir fait du sport avant le monde du fitness et puis en faire maintenant. Je vois bien qu'aujourd'hui, un corps qui avant était un corps musclé ou un corps sportif, un corps d'athlète, par exemple, qui va courir, aujourd'hui, il aura du mal à être considéré comme sportif par les gens quand ils le verront s'ils le voyaient sur les réseaux ou quoi. Parce qu'il leur dit, mais non, c'est pas ça un sportif. Un sportif, c'est le crossfit, c'est la muscu, c'est le muscle, c'est l'hypertrophie, quoi. Là où, bah non, il y a des sports qui font un corps totalement différent, hein. Bah, regardez les Jeux Olympiques, regardez le nombre d'athlètes, vous les voyez là débarquer au moment où ils font Franchement, il faudrait faire le jeu
de regarder la cérémonie d'ouverture quand les athlètes ils arrivent en KOE là. Et après, vous regardez les mecs quand ils font leur sport. Et je veux dire, les représentations, si on avait dû se dire, ah, mais waouh, c'est incroyable quoi. Enfin, je veux dire, l'écart qu'il y a entre la personne au moment où on la voit et l'écart entre ce qu'elle fait, c'est terrible. Parce qu'on est complètement pris dans la représentation sociale. Je fais pas de sport, avec le taf, je dois soulever des oiseaux à bout de bras qui font parfois plus de 5 kilos. J'ai quand même des potes qui me disent que je devrais aller à la salle parce que je suis maigre. Ah ouais, j'avais oublié ton métier, c'est quand même le métier le plus étrange. Franchement, je sais pas si tu as le métier le plus étrange du chat parce que je sens que j'ai quand même deux, trois, il y a 2-3 joueurs dans la partie. Vous avez quand même des métiers incroyables, hein. Donc on a quand même dans le chat, on fera un jour le top 5 des métiers les plus étranges de la commune, hein. Donc on a Fauconnier, on avait quelqu'un qui était médecin légiste aussi, de mémoire. C'est quand même pas mal, hein. Archéo-anthropologue, je déterre les morts et je les étudie. Il faut des muscles pour creuser des trous à la pioche. Ah bah voilà, bah ça, moi, c'est ce que j'ai un peu étudié. Mais vraiment, t'as bien du courage, parce que moi, déjà, au moment où il a fallu apprendre les os du corps, j'avais la flemme, hein. Et que faire Allez. plein de sport, c'est pareil. Surtout si on ne sait pas comment bien le faire. Avoir une activité physique. Pardon, excusez-moi. Je suis vegetation artist dans l'industrie du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce métier? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que tu dessines de la végétation. Ma première intuition, c'était que ton travail, alors je vous dis ma première idée, c'est que ton travail, c'était de mimer des buissons et des arbres pour être ensuite redessiné par quelqu'un pour les jeux vidéo. Et après, je me suis dit, c'est peut-être un peu moins con d'imaginer que ton travail, c'est de dessiner directement les arbres. Parce que bon, forcément, c'est quand même quelque chose. Ethnomusicologue, organologue. Rien qu'expliquer l'intitulé du métier me fatigue. Franchement, mais c'est quoi cette commu? Mais vraiment. Donc on a quelqu'un qui est spécialiste du dessin des plantes et quelqu'un qui est ethnomusicologue, organologue. Moi, l'organologue, je suis désolé, je suis plié en deux, hein. C'est magnifique. Ça veut dire que on a potentiellement quelqu'un qui peut nous faire un récital d'organes pendant qu'une autre personne fera un spectacle avec des oiseaux et que autour on aura des gens qui feront des trucs avec des cadavres, puisqu'on a l'air d'avoir un nombre incalculable de gens qui sont capables de faire avec des cadavres des choses avec des cadavres dans cette commune. Ce qui est pas du tout inquiétant, quoi. Je modélise la végétation sur le jeu Avatar en ce moment. Waouh, stylé. Franchement, bravo, hein, c'est trop cool, hein. Ah, vous avez des métiers trop intéressants, hein. 3D artiste dans l'industrie du cinéma VFX, je fais les effets spéciaux dans les films. Ah, vraiment. Quand tu vois surtout aujourd'hui la gueule des films avant VFX et la gueule des films après, et à quel point en fait tout repose sur vous, mais personne connaît vos noms. Franchement, vous avez bien du courage, hein. Là, on a un myciculteur. Je fais pousser des champignons. Et on a un luthier médiéval. Et alors, excusez-moi, on va peut-être inverser le jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des métiers normaux? Est-ce que quelqu'un fait un vrai métier, là? Non, évidemment, vous avez tous et toutes des vrais métiers, mais c'est juste incroyable, la diversité des propositions, là. Vraiment, je suis sur le cul, hein. Ouais, voilà, Christelaine, t'es couturière, c'est déjà pas commun, mais alors là, ça sonne quasiment banal, hein. C'est vraiment ouf, hein. Ah, vous me régalez, hein. Je suis au chômage, tu vas faire quoi? Voilà, on se comprend. Artiste de cirque? Non, mais sans déconner. J'écris des cahiers de vacances. Ah non, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Informaticien, physicien, soudeur, cuisinière. Je crois qu'il y a cuisinier, cuisinière, aide-soignante, TDS, éditrice, étudiant, développeur web, chômeur, prof des écoles, infirmière, game master pendant 3 ans. Étudiant bibliothécaire. Eh, écoutez, je vous adore, hein, franchement. Moi, je me dis, il y a quand même un pattern, faut se demander. De métier, peut-être une envie d'aller faire des métiers différents, mais peut-être que ça vient aussi avec la politisation, justement. Sans que ce soit d'ailleurs forcément dans les métiers, mais d'avoir aussi des à côté. Parce que je pense que si on demandait aussi les à côté, les passe-temps, les hobbies et tout, je pense qu'on aurait plein de trucs très intrigants, mais qui vient aussi justement peut-être du fait d'être dans un écart à la norme et de ne pas rentrer dans les cases. Là, je pense que c'est cool. Dev classique, ingénieur, chômeur, du coup c'est grave atypique dans cette commu, bah finalement, hein. Couvreur, game artist pour le jeu vidéo, alors on a de quoi faire un jeu là, on a tout le monde, hein. Dessine un peu tout pour rendre un jeu à peu près joli, trop bien. Ancienne projectionniste, je peux vous passer vos créations si possible. Eh ben, bon bah si on décide de lancer un grand spectacle vivant type cérémonie d'ouverture des JO, on a tout ce qu'il faut, hein. Éditrice et correctrice, ingénieur en intelligence décisionnelle, Dieu seul sait ce que c'est, hein. Oh, je vais pas faire le boulot de tout le monde, mais c'est assez drôle. Tapissier en siège, non mais j'en peux plus, quoi. Artiste de cirque avant le Covid, faudra lancer un sondage, ah ouais quand même. Pépiniériste, ménage dans des salles de gym ici.
Très, très étrange. Apprenti d'entreuse, sœur. Bon, écoutez, vous avez les meilleurs métiers, hein. Franchement, vous avez les meilleurs métiers, j'adore, hein. On devrait faire un jeu où on explique le plus mal possible nos métiers et Mathieu doit deviner. Et franchement, venez, on essaye. Je m'assois. Alors, Nalia, est-ce que c'est pour deviner ton métier? Je m'assois dans mon bureau, je vends du vent et les gens donnent de l'argent. C'est vendeur d'assurance? Un truc dans les assurances, peut-être? Je fais beaucoup de tableurs Excel et je dispute des profs de fac. C'est à la comptabilité d'une université. Un truc comme ça. Genre, tu gères les budgets et tout dans une université. Je suis dresseuse de serveurs dans les nuages. J'essaye de deviner. Des clouds, des serveurs, un truc d'informaticien. Je fais brûler plus ou moins des trucs, puis je les pose dans des récipients. Chimiste? Chimiste? Ah, non, attends, plus ou moins. Cuisinier, cuisinier. Ah, data center ou data analyst peut-être. J'observe des vieux objets, j'essaie de deviner s'il faut taper dessus ou souffler dedans pour faire un son. Ah, bah ça, ethnomusicologue, du coup, là, c'est forcément ça. Je sais pas si c'est toi qui l'avais dit tout à l'heure, mais ça, c'est forcément de l'ethnomusicologie ou de l'archéomusicologie, un truc comme ça. Je coupe des bouts de bois et je tape dessus. Mon métier, c'est d'organiser des trucs par-ci, par-là, à réaliser à court de la journée pour aider les parents. Je suis assis à mon bureau, je regarde le bitume. Désolé, Guy le Poulpe, ça a l'air un peu déprimant dit comme ça, hein. Je pars à la recherche d'insectes ou de toute autre forme de vie et je les montre à une vingtaine d'enfants qui s'extasient devant un ver de terre. Meilleur métier. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment bien. Les gens me paient pour gribouiller sur eux et leur faire bobo. Tatoueur, facile, facile, j'en ai eu un. J'interromps des TikTok au profit du monde. Je copie-colle des bouts de texte sur Internet, ensuite j'envoie le tout à mes collègues pour valider. Puis à la fin, ça permet à une chaîne de magasins de bien vendre leurs produits. C'est dur, hein. C'est des carrés et des ronds, et après d'autres gens passent beaucoup trop de temps à refaire ce que j'ai fait en ligne de code pour des clients chiants et bien relous. Genre, tu fais du dessin, du graphisme, un truc comme ça, quoi. Des chefs des vampires, j'organisais le trafic de poches de sang sur mon département. Bon, celui-là, ça va. Diagnostic des bâtiments, mais c'est pas mal expliqué, là, c'est bien expliqué. J'aide un petit groupe de personnes, toujours le même, à déménager et emménager chaque jour dans une nouvelle ville. Dans une nouvelle ville, quelque chose où peut-être par exemple des mineurs isolés, un truc comme ça. Un flic qui vire les SDF, mon dieu, j'espère que c'est pas ça. Ah, il est dur celui-là, hein. Roddy, oui, mais c'est pas toujours les mêmes personnes et pas toujours dans la même ville. Conducteur de train. Ah, t'as trouvé Starfodus? Ah, Roddy, c'est ça? Ok, trop bien. Comme il a 1 heure de retard sur le chat, oui, c'est ça. Elle a donné 3 fois la réponse. Non, mais ça va, oh, les modérateurs, vous vous calmez ou je vous banne? Hein? À vous moquer comme ça. C'est terrible, hein? Bon, de toute façon, c'est pas du tout ce qu'on était en train de faire. On s'est un peu perdu, hein. Voilà, on a encore perdu le fil. On va peut-être reprendre l'activité principale qui consiste à regarder la vidéo de Julien Méniel. Non, mais ça me fait rire parce que je me dis, quand je la mettrai sur YouTube, je lui dirai à Julien Méniel que j'ai fait un react et tout, si jamais il a envie de regarder, tu vois. Et il va ban les modos, mais vraiment. Et si vraiment il regarde le replay, il va voir le niveau de concentration, mais tellement minimal. Et à quel point on part toutes les 5 minutes sur n'importe quoi. Là, le tunnel des métiers, quoi. On le refera. Le nouveau jeu de la digression. Régulière, c'est bon pour la santé, ça c'est une certitude. Avoir un bon cardio, une musculature suffisante pour porter notre carcasse, etc., c'est important. Et il y a aussi plein d'effets bénéfiques sur notre... Je creuse des tunnels tous les jours devant 500 personnes sur Internet. Je me demande qui c'est. Système immunitaire, notre système nerveux et j'en passe. Mais ça, on l'a avec une activité physique modérée et régulière. Pas en allant pousser des tonnes de fonte à la salle ou en allant courir des kilomètres et des kilomètres. Et je te donne ce conseil de l'Institut cardiologique de Montréal. Pour bénéficier au maximum des bienfaits de l'activité physique, vous devriez la pratiquer avec modération et ce, quel que soit votre âge. Ça, c'est pas un corps en bonne santé. Et ça, là, c'est juste des corps qui répondent à des stéréotypes de beauté, d'esthétique, d'attirance, etc. Si t'as envie de ressembler à ça, ok, mais fais-le pour les bonnes raisons et en connaissance de cause. Merci, mais je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'on voulait dire, hein. C'est vraiment le message qu'on voulait faire passer, mais ça montre que c'était utile de faire la vidéo, parce que ne serait-ce que si notre vidéo a donné lieu à celle-là, qui a déjà été vue par 41 000 personnes, qui permet de vachement poser ce débat et de le rendre plus modéré et que ce soit moins brutal, franchement, je trouve que c'est plutôt cool, quoi, hein. Vous avez compris, il faut inviter la modération à vos séances de sport. Ah bah Mister Le, tu veux qu'on t'invite à des séances de sport? Très bien, c'est noté. J'en prends bonne note. Ça ne s'arrêtera plus.
Donc du coup, c'est assez, je trouve ça, enfin, je trouve que c'est assez intéressant ouais, de voir que c'est cet effet un peu où ce qu'on fait ben, par vase communicant amène d'autres contenus et ça permet de discuter de plein de choses et d'amener en fait une vraie conversation positive sur le sport. Moi, c'est que pour ça que je le faisais, c'était ça mon objectif, hein. On ne fasse pas croire que ça, c'est être en bonne santé, parce que ça n'a Je suis prêt à lancer une série de vidéos sur la chaîne YouTube où on va avec Mister Le tester vos sports. On fait tous vos sports. Mister Le, évidemment, est d'accord, hein. Il a dit dans le chat, hein. Donc il sera là, évidemment. Je l'engage au nom de toute la communauté, hein. Je le mets bien dans la sauce. rien à voir. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cette espèce d'omniprésence, à ce culte du sport de façon parfois complètement abusée? Et bah à la racine du truc, il y a nos modes de vie qui ont beaucoup changé. Nos boulots sont de moins Titre des vidéos, je fais du sport avec modération. Je fais du sport avec ma modération. Franchement, ce serait hyper drôle. Ce serait tellement drôle. Tu veux tester nos métiers? Oh, oui. Ah, mais tellement, ce serait trop bien. Vous imaginez? On ferait une vidéo par métier, là, ce serait tellement cool. Le truc avec l'orgue, là. Le truc avec les faucons. Ah là 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 là. Arrêtez, j'en rêve, là, hein. J'en rêve. Est-ce que c'est faisable? Je sais pas, hein. Mais vraiment, un truc où je fais le tour de France et je viens faire vos métiers et on fait une petite vidéo par métier à chaque fois pour découvrir un métier un peu intéressant, original ou même un métier comme ça. Parce que moi, il y a des trucs, genre vraiment, je kifferais tellement faire ça dans ma vie, genre du pain. Genre une fois, faire, tu sais, genre un truc dans une boulangerie toute une journée. Ce serait tellement, tellement cool. en moins physique, on marche de moins en moins, on a de plus en plus de machines pour faire les trucs à nos places dans notre vie de tous les jours. La plupart du temps, c'est très bien, hein, c'est un progrès, mais le revers de la médaille, c'est qu'on est de plus en plus sédentaire. On bouge de moins en moins. Du coup, ces dernières années, pour contrer ça, il y a plein de nouvelles offres de sport qui se sont créées. Pour faire bouger les gens qui bougent de moins en moins, on s'est mis à leur proposer plein de trucs. Un exemple très frappant, c'est les salles de sport, de muscu, fitness, remise en forme, etc., qui se sont multipliées de façon très impressionnante. Et autour de tout ça, il y a un énorme business du sport qui s'est monté. Des tenues de sport, des accessoires, des équipements, des marques de protéines et de compléments alimentaires. Et rendez-vous compte hein, de tout ce qui se vend aujourd'hui autour du sport. Désolé, hein, je reviens un peu sur la vidéo, mais il a montré genre juste un shaker. Vous voyez, les shakers de protéines, c'est un marché. Pas les protéines et tout, le shaker, l'objet shaker lui-même. Tout est un marché, quoi, actuellement. Toutes les petites choses, les petits objets qu'on vous vend et tout. Je parlais de la mode des courses longues dans l'athlétisme. Pourquoi ça s'est autant développé? Parce que les équipementiers, ils ont mis la max pour pousser ces sports-là. Pourquoi? Bah parce que quand tu fais de la course longue, t'achètes des bâtons, t'achètes un kawaii, t'achètes une montre connectée qui donne ton cardio, machin, etc. Waterproof au cas où il pleuve et patati et patata. T'achètes des lunettes spéciales, t'achètes ci, t'achètes ça, et finalement t'achètes pour 2000 balles de matériel. Alors que si tu vas faire de la course lambda en mode, enfin comme moi je fais, bah, t'achètes une paire de baskets par an et ça c'est fini. Allez, un short une fois tous les 3-4 ans, un vieux t-shirt une fois tous les 2 ans. Donc ils mettent la max sur ce genre de truc. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de montrer que, bah, en fait, il y a un intérêt à nous orienter vers certains sports parce qu'on peut nous vendre des trucs, quoi. Aussi poser des problèmes de santé d'ailleurs. Des applis, des coachs, des influenceurs et des influenceuses, y compris parfois des professionnels de santé, etc. etc. Résultat de tout ça, il y a énormément de gens dont les revenus dépendent du sport, donc qui ont tout intérêt à ce que ça continue à se développer, quitte parfois à survendre un petit peu le truc et les recommandations scientifiques qui vont avec. Attention, hein, je diabolise pas le sport. Je t'ai dit, j'en fais, j'adore ça, y a pas de problème. Je diabolise pas non plus les gens qui travaillent dans ce secteur. La plupart du temps, c'est des gens... Imaginez toutes les précautions qu'il est obligé de prendre, de dire qu'il fait du sport, comme si on pouvait pas expliquer, enfin, il a quand même bien sourcé, expliqué ses données et tout, mais il doit quand même préciser 15 fois, attention, je diabolise pas, je diabolise pas. Et après la sauce qu'on s'est pris avec Camille, clairement, tu peux pas dire qu'il y a des problèmes dans le monde du sport, quel qu'il soit, sans te faire pourrir, justement, par tous ces vendeurs de tapis, hein, moi je vais être moins gentil que lui, qui sont en fait des boutiquiers et qui en ont pas grand chose à foutre de la santé de leur communauté, quoi, hein. Qui sont authentiquement passionnés et qui pensent très sincèrement que c'est la meilleure chose pour la santé physique et pour la santé mentale. Je dis juste que déjà... Moi, tu peux plus boxer, je boxe plus parce que j'ai des problèmes de dos. Suite à mon enquête de terrain aux États-Unis dont je parle dans mon livre. En fait, à un moment donné, j'ai pris un choc dans le dos et je me suis niqué complètement au niveau des disques. Et du coup, c'est très compliqué pour moi. Je peux faire du sport à condition de faire pas mal de kiné, pas mal de renfo et tout. Mais tout ce qui est des mouvements de torsion, des mouvements de choc, enfin tout ce qui est de la boxe, c'est encore très compliqué pour moi. J'espère peut-être pouvoir en refaire un petit peu un jour.
mais pour le moment, c'est difficile, quoi. L'escalade, le problème, c'est plutôt que quand tu rentres dedans par la salle, tu n'as pas forcément connaissance des bonnes pratiques en extérieur. Pas que, hein, pour avoir fait avec Charlie, j'ai fait un petit short sur l'escalade pour dénoncer quelques problèmes qui avaient été remontés donc par Charline, qui tient le compte Orgasme et moi sur Instagram. Allez la suivre, c'est trop cool. Mon Dieu, la sauce qu'on s'est pris, le sexisme des commentaires, un enfer. Donc non, énormément de biais sexistes, énormément de comportements problématiques, gros mépris de classe aussi, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un sport enfin, moi qui viens des salles de boxe, au début, j'étais mal à l'aise un peu, hein. Et après, voilà, ça dépend des salles et tout. Moi, finalement, là, j'ai trouvé une petite salle communautaire à côté de chez moi, très feel good, avec des gens très gentils. C'est pas du tout une salle payante, c'est une salle municipale, quoi, où je fais un peu de bloc. Il y a même pas de cotation sur les blocs. Enfin, c'est vraiment un truc sans ambition de niveau. On vient pour le plaisir. Mais ce que j'ai vu dans les salles privées à Paris, c'était compliqué. Mais même quand je suis allé à la salle avec Charline, d'ailleurs, hein, il y a une séquence que j'ai pas montrée dans la vidéo, mais où on s'est fait embrouiller par un type, hein. Parce que on lui était passé devant. J'ai jamais été dans une grosse salle d'escalade et je comprenais pas trop le système de comment est-ce qu'on sait qui doit passer quand. Donc Charline m'avait dit, ben t'attends. Donc j'attendais. Mais après, en fait, je me suis rendu compte que bah, y a plein de gens qui te passent devant. Et Charline m'a dit, ouais, en fait, t'es un peu obligé d'y aller. Et à un moment donné, en fait, on arrive à un truc qu'on voulait grimper. Et là, il y avait 3 types en mode full conversation, en train de discuter entre eux, et qui étaient typiquement ces mecs-là qu'on avait vus sur d'autres trucs qui passaient devant tout le monde et tout. J'attends quelques secondes, je vois que les gars, ils sont en train de parler entre eux, ben, je me lance sur le bloc. Et là, il y a un des gars qui se détache du groupe et il m'attrape le bras. Donc déjà, il me touche, alors que je suis en train de... Déjà, il me touche, moi, je supporte pas qu'on me touche dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je vous passe le message si on se croise et qu'on se parle. Si vous pouvez éviter les contacts physiques, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Et déjà, enfin, tu touches pas quelqu'un d'inconnu comme ça, et puis agressif, quoi. Oh, c'était mon tour, machin et tout. Je dis, bah écoute, moi, je suis sur le mur, t'étais en train de parler à tes potes. Enfin voilà, il y a un moment, c'est pas normal. Ma personne est sacrée, voilà. Imaginez que je suis Mélenchon, ma personne est sacrée. Et donc à un moment, enfin voilà, je lui dis machin et tout, et j'avance un peu sur le mur. Et là, d'un coup, j'entends ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut se taper? Ouais, je me retourne, j'étais sur mon mur, je me retourne, je regarde le gars et je lui dis, excuse-moi, t'as dit quoi? Et ils étaient 3 comme ça, et d'un coup, ils ont fermé leur gueule, ils ont baissé la tête et tout. Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire lui, il veut se taper, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, mais vraiment. Non, mais la salle était plutôt sympa et les gens étaient plutôt bien. Je pense pas qu'il faut éviter la salle. Je pense que le mec, c'était 3 connards. Je suis pas sûr que c'était des gars qui venaient fréquemment dans cette salle. Mais du coup, après, j'ai fini ma voix. Je suis allé voir Charline. Je lui ai dit, mais j'ai fait un truc mal et tout. Elle m'a dit, non, non, t'as rien fait. C'est eux. Ils étaient pas du tout là. J'ai revu, en plus, j'ai les images. Donc, j'ai revu les images. Ils étaient vraiment en train de parler. Il n'y avait aucun moyen de voir que ils voulaient grimper et tout. C'est juste qu'ils considéraient que c'était leur tour. Que eux, étant des petits rois, ils n'avaient pas à faire la queue comme les autres ou à signaler qu'ils attendaient, alors qu'eux-mêmes passaient devant tout le monde 5 minutes avant, hein, sans aucun problème, et ils n'hésitent pas, tu vois, à t'attraper le bras, à avoir ce comportement et tout. J'ai trouvé ça marrant, parce que venant du monde de la boxe, par exemple, jamais dans une salle, tu verras un mec dire, oui, il veut quoi, lui, il veut se taper. Parce que, en fait, bah oui, allez, go, on met les gants et on y va. Ça n'arriverait pas dans une salle de boxe, justement, parce que, étant donné que c'est un sport de contact, les gens se comportent pas de cette manière. Et du coup, moi, je pense que dans l'escalade, il peut y avoir des comportements tout aussi toxiques que dans d'autres sports. Il ne faut pas croire, en fait, que dans les sports... En fait, je pense qu'il y a une vision où on renvoie un peu trop, des fois, j'en parlais avec Moufette hier, un peu, mais on renvoie certains sports populaires à une image de sport de brut, violent et tout, et d'autres sports qui sont un peu plus bobos à des sports là où il y aurait les bonnes valeurs et tout. Mais je pense qu'en fait, si dans un sport, il n'y a pas eu une vraie prise de conscience collective et politique, avec une déconstruction des biais genrés, sexistes, des biais classistes, etc., bah, les gens ils vont avoir des comportements problématiques en permanence. Et ces comportements-là, par exemple, sur qui doit passer quand, les ordres de passage et tout, des comportements toxiques de ce genre-là, je pense qu'il y en a dans plein de salles en escalade, et des comportements problématiques au niveau du genre, il y en a dans plein de salles d'escalade, et que c'est pas parce que l'escalade c'est un sport un peu chill, sympa, et que les gens écoutent du reggae, qu'il n'y a pas des problèmes. Et d'ailleurs, il y a c'est Sophie Berthe, une grimpeuse avec qui j'ai un peu discuté, du coup, après la vidéo que j'ai fait par rapport à Charline et à l'escalade, qui a fait plusieurs initiatives sur ça pour dénoncer les VSS dans l'escalade, pour dénoncer les comportements sexistes, pour dénoncer le corps.
aussi les injonctions au corps dans l'escalade et tout. Et elle reçoit énormément de haine et de violence de la part de la communauté, beaucoup plus que du soutien. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment énormément de boulot à faire et qu'il n'y a pas de sport qui échappe à ça, à moins d'avoir une prise de conscience, comme le fait Sophie, du coup, dans ce cas-là, d'avoir un vrai discours politique et de dire on veut changer les choses. Comme pour l'écologie, d'ailleurs, il n'y a pas un changement écologique dans un sport s'il n'y a pas tous les sportifs qui s'y mettent en même temps et qui disent on veut plus faire d'événements sportifs hyper polluants avec pour soutien des marques dégueulasses, genre Total, tu vois. Mais à nouveau, je veux pas chier sur l'escalade, c'est pas un sport pire que les autres, c'est juste un sport comme les autres, quoi, hein. Déjà, c'est pas vrai pour tout le monde, et que ça peut même être contre-productif, aussi bien physiquement qu'en termes d'image de soi. Et qu'il y a derrière tout un énorme business qui véhicule tout un tas de messages. Et puis encore une fois, quand tous ces gens te disent à quel point c'est important de faire du sport et te montrent comme ça a très bien marché pour eux, il faut pas oublier un truc dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Eux, c'est des pros. Ou en tout cas, ils font ça dans un cadre pro avec des pros. Et c'est là qu'on en revient au problème de l'entraînement méthodique. Tu te souviens? Toi, si t'as pas les moyens de te payer des cours ou de te payer un coach, si tu fais tes trucs solo dans ton coin, bah tu risques de pas faire les choses correctement avant, pendant et après ta séance de sport et de te faire du mal. Et là, je te parle même pas de rhabdomyolyse ou de mort subite, hein. Là, je te parle juste de blessures musculaires, de problèmes articulaires, de problèmes cardiovasculaires, etc. Si c'est juste une fois, c'est embêtant, mais tu vas te remettre. Par contre, si tu fais tout le temps la même erreur de façon répétée, ça va avoir des conséquences à long terme. Parce que oui, si tu vas à la salle, par exemple, et que tu fais tout bien comme il faut, au niveau bouffe, hydratation, échauffement, étirement, si ta technique pour faire les exercices, elle est bonne, si tu fais attention à tes postures, à ton dos, à tes articulations, alors oui, aller à la salle, c'est bon pour ta santé. Mais si tu charges comme une mule, si tu respectes pas les temps de repos, si tu respectes pas les règles de base, si tu fais pas gaffe, oui, tu vas te flinguer. Et c'est valable pour à peu près tous les sports. Donc, t'as compris, c'est important de relativiser un petit peu et de remettre en perspective tous les discours qu'on entend sur le sport. Et en conclusion, pour résumer un petit peu tout ça de manière concrète, je te donne mes 5 conseils perso. Soigne ton hygiène de vie. Mange de manière équilibrée, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet. Dors suffisamment, etc., etc. Aie une activité physique régulière, adaptée à ton cas et à ta situation, évidemment. Modérée, c'est déjà très bien, du moment que c'est régulier, idéalement tous les jours. Tu n'es pas obligé de faire du sport de manière intensive. Si tu as envie d'en faire, ben vas-y, hein, bien sûr, mais de manière encadrée et en respectant les règles de base pour pas te faire de mal. Et prends du recul par rapport aux injonctions. Des abdos super dessinés, ça va ni te rendre meilleur, ni te rendre en meilleure santé. Et t'as même le droit de faire la grasse mat et de chiller de temps en temps. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Fais du sport si t'aimes ça, mais fais-le bien et pour les bonnes raisons. Si t'aimes pas ça, pense quand même à bien bouger tous les jours. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de t'abonner à mes autres réseaux sociaux, je fais plein de trucs là-bas tous les jours. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien. Bon, bah c'était très bien, hein. C'est vraiment très bien. Bon, pas grand-chose à dire, hein. Ouais, le DTC, ça m'a fait rire aussi quand il l'a dit. Mais oui, enfin voilà, que dire de d'autre que ce qu'il a dit? Bah, je suis assez d'accord. Que aussi, voilà, ne vous surculpabilisez pas si vous êtes dans un moment de vie où même l'activité physique modérée, c'est compliqué. Voilà, on peut gérer des dépressions, on peut gérer des problèmes de santé, on peut avoir, ne serait-ce que trop de choses, des fois trop de choses. Voilà, c'est juste, le travail, la famille, trop d'intensité de tous les côtés et on peut pas tout gérer et commencer à manger des brocolis, faire attention à ci et cetera. Une vie, c'est long. Voilà, vous vous y mettrez aussi progressivement le moment venu, il faut, voilà, c'est aussi des enfin, je pense qu'il faut pas tomber dans un truc toxique où la relation au sport, ça devient un espèce de truc où on se dit: «Ah, il faut absolument que j'y aille, il faut absolument que j'y aille, il faut absolument que j'ai une activité physique, il faut absolument que je fasse un truc tout de suite, tout de suite, tout de suite» et vous êtes dans une période de votre vie, vous êtes déjà au bord de l'effondrement et ça devient juste, en fait, une espèce de petite, petit caillou que vous rajoutez à la pile de trucs qui fait que vous allez sombrer en burn-out. Enfin, voilà. Que ce soit aussi une ressource et moi, je pense que c'est important de le rappeler, mais amusez-vous, bon Dieu. Et je veux dire, tous ces gens-là qui vous vendent un sport fitness pour vous faire maigrir, pour vous vendre leurs protéines et machin et tout, un truc dont ils parlent jamais, c'est le plaisir. Ils sont toujours là, il faut se faire mal, c'est difficile, on n'a pas envie d'y aller. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin de me forcer à aller courir, quoi. J'aime ça, j'aime courir. Si vous aimez pas courir, n'allez pas courir. Allez faire un autre truc, quoi, hein. C'est vous et vos kiffs, quoi.